Fidèles auditrices et auditeurs, bonsoir à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Salamot Kadri avec moi, Adama Danwaki pour la présentation. Bonsoir Adama, comment tu vas? Bonsoir Salamatou, comment tu vas et le jeûne du Ramadan? Je vais super bien, merci. On fait aussi un coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio Ousmana Amadou. À la technique, c'est tout simplement Seni Saka et Moussa Hassan à l'édition. Alors Salamatou, qu'avons-nous au menu ce soir? Aujourd'hui, Adama, nous avons un programme riche et varié pour le plus grand plaisir de nos auditeurs qui sont câblés. Il y aura de la rubrique Ramadan, du loti, la rubrique hebdomadaire qui va parler de l'éducation numérique et la page sport. Et dans la partie entretien de ce soir, nous allons à la découverte de l'école de formation artistique et culturelle EFAC de la région de Zander. Chers auditeurs, nous débutons cette émission avec la première partie de l'entretien du jour. Voilà, Adama a créé en 2014 dans le cadre de la Renaissance culturelle, l'école de formation artistique et culturelle EFAC de Zander vise la réinsertion socio-professionnelle des élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir le CFEPD. L'EFAC de Zander a ouvert ses portes en 2015 et forme en art scénique, plastique et audiovisuel. Découvrons cette école dans cet entretien avec le directeur Amadou Rufai Amadou, Adamou tantôt interrogé par Zara Bouka. L'école de formation artistique et culturelle de Zander, c'est une école qui a été créée par le ministère en charge de la culture. Nous observons les élèves post-CM2, donc les élèves du communément appelé deuxième chance. Vous savez que chaque enfant au Niger, selon les textes à rigueur, a droit à la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc les élèves qui n'ont pas la chance de poursuivre leur cursus académique, on les oriente chez nous, au niveau de ces écoles-là, et une partie au niveau du CFM, ce qu'on appelle les centres de formation au métier. C'est à peu près la même chose, parce que nous aussi, on les forme au métier. Alors, qui vise les facs? Les facs visent non seulement à réduire le taux de chômage au Niger et donner la chance aussi à ces enfants-là d'embrasser une autre carrière. Chaque enfant que vous voyez, il a un don. Il y a ceux qui ont la chance d'aller au collège, mais il y a ceux qui ont des talents cachés. Nous, on détecte ce talent-là à travers les formations qu'on leur donne. Quel est l'effectif actuel de l'EFAC et parlez-nous aussi des filières et des stratégies d'enseignement et d'apprentissage dans cette école. Pour cette année, nous avons 147 apprenants, toutes catégories confondues, de la première jusqu'à la quatrième année. Et en termes de filières, nous avons 3. Donc nous formons en art plastique. Art plastique, c'est la sculpture, c'est le modélage, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est la calligraphie, tous ceux qui ont trait au plastique. Et nous formons en art scénique. L'art scénique, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est le conte, c'est le poème, c'est la danse, tout ce qui est trait à la scène. C'est ça que nous appelons art scénique. Et la troisième option, c'est l'art audiovisuel. Donc, on le forme en photographie, en cinéma, en montage vidéo. Alors, parlez-nous un peu de l'effectif de l'EFAC. Est-ce que ça s'accroît au fil des années? Oui. Au début, quand nous avons ouvert les portes de l'école, nous avons commencé avec 32 apprenants. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 147. Ça veut dire que ça accroît. Au début, c'est un peu mal connu de la population. Vous savez, dans notre milieu, notre culture est un peu confondue avec la culture religieuse. Oui. Donc, on s'est dit que c'est des écoles de danse, des écoles de musique seulement. Les parents empêchaient les enfants orientés de venir. Ou bien quand l'enfant est orienté, dès qu'il commence, le parent vient, il dit non, il ne va pas laisser son enfant apprendre la danse ou la musique. C'est par après ils ont compris qu'on n'enseigne pas seulement la danse ou la musique, on enseigne autre chose que ça. Quand on se rencontre avec ces parents-là, on leur explique voilà un peu ce qu'on enseigne. C'est pas seulement que ça ne se limite pas seulement à la danse. Oui. Maintenant, ils ont commencé à amener eux-mêmes
Je dis eux-mêmes. Parce que cette année, dans les 147 inscrits régulièrement, on a une quarantaine qui ont fait le transfert du collège vers ces écoles-là. Donc vous voyez l'importance que cette école commence à avoir au sein de la société. Alors, parlez-nous des débouchés possibles pour les diplômés de l'EFAC. Il y a deux options. Des diplômés, parce que à la fin de 4 ans de formation, la formation est sectionnée par un CAP que nous appelons CAPMAC, le certificat d'aptitude professionnelle au métier de la culture et des arts. Donc les meilleurs vont à l'INAC, Institut national de la culture, qui se trouve à Niamey, et sur la base d'orientation. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être orientés, le ministère a mis un programme d'insertion. Donc on les forme en entrepreneuriat, on les accompagne avec un kit en fonction du choix de l'élève. Donc maintenant, le ministère d'abord te forme en entrepreneuriat parce qu'il faut qu'il y ait une culture entrepreneuriale. C'était là la première partie de l'entretien et sans transition, poursuivons avec la deuxième partie. Amadou Rufai Adamou, directeur de l'EFAC, souligne l'accompagnement du ministère de tutelle et les difficultés que rencontre l'école. Il est toujours au micro de Zara Boukar. Le ministère les accompagne avec un kit, on les installe et on les suit. Nous, on les suit au niveau non seulement de la direction de l'administration scolaire, mais aussi au niveau de l'administration régionale. On suit ces futurs entrepreneurs-là pendant un temps, voir comment, vous savez, c'est pas seulement créer, mais la gestion est autre chose. Oui. Donc nous, on les suit. Donc voilà comment ça se passe. On ne laisse pas les enfants comme ça, à la merci de la nature. Parce que dans les 4 ans de formation, depuis la 2e année, on les place en stage. Pour qu'ils voient comment ça se passe dans les entreprises, pour qu'ils se familiarisent avec les milieux professionnels. Donc on les place en stage. Maintenant, après les examens, ceux qui ont eu la chance de décrocher leur diplôme et qui ont la chance d'être orientés à l'INAC, ils poursuivent leurs études à Niamey. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, maintenant, on les place dans la vie économique. Alors, on sait que la ville de Zender regorge des potentialités artistiques et culturelles. Quelle est la place de l'EFAC dans la promotion du patrimoine culturel et artistique de Zender? Merci de nous poser cette question parce que ça tient beaucoup à notre cœur. Vous savez, pendant un certain temps, le milieu artistique et culturel au niveau de la région de Zender tend un peu à disparaître. Mais nous, à travers cette école-là, c'est de revivre ces activités-là. Parce que à chacune des activités artistiques et culturelles, en tout cas organisées dans le cadre des fêtes ou des festivités nationales, on fait en sorte que l'EFAC pose son cachet. On participe activement à ces activités-là. Ne serait-ce récemment, le collectif des artistes de la région de Zender ont organisé une soirée culturelle pour réaffirmer leur engagement aux autorités et souhaiter la bienvenue au nouveau gouverneur. Mais l'EFAC a fait une démonstration que la population, en tout cas, a beaucoup apprécié. Il y a une chanson que nous venons de lancer en collaboration avec un prof de français que les enfants de l'EFAC ont fait pour le président de la République. C'est pour vous dire que nous sommes en train de renaître cette culture-là dans cette ville légendaire qu'on appelle Zender. Avez-vous des difficultés? Et les difficultés, ça ne manque pas. Vous savez, nous sommes le ministère en charge de la culture. On n'a pas au début la vocation de former dans le domaine de la formation. Maintenant, le ministère de la culture fait partie des ministères en charge de l'éducation et de la formation. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous, mais on s'adapte. Donc, la deuxième difficulté, c'est en termes de visibilité de l'école, que nous sommes en train de mettre un plan, parce qu'il faut que cette école-là soit connue de tous, de ce que nous faisons. Et l'autre difficulté, c'est en termes de matière d'œuvre. Nous consommons beaucoup. Je vous donne un exemple. Un cours de peinture, un seul cours avec un niveau, en 1 heure de temps peut nous consommer plus de 100 000 francs. Parce que les matériaux que nous utilisons, par exemple, je vous donne l'exemple de peinture gouache. Un enfant peut utiliser 2 boîtes de peinture gouache
qui est un peu coûteux. Donc vous voyez l'ampleur. Bon, certes, l'État et avec les partenaires sont en train de faire, parce que quand vous visitez sur le site actuellement, il y a un investissement de plus de 156 millions. Il y a un bloc administratif, il y a des bibliothèques, des salles de cours qui sont en train d'être construites actuellement sur le site. Donc l'État est en train de faire avec les partenaires, mais en tout cas, on demande beaucoup plus, parce que nous consommons beaucoup plus dans la matière d'œuvre. Par conséquent, quel est votre souhait à la fin? Notre souhait, c'est, auprès des parents, c'est de contribuer. Contribuer comment, ne serait-ce quand on dit à l'apprenant qu'il doit amener une petite toile, parce que des fois, à la fin du premier semestre, déjà, nous consommons plus de 80% de la matière d'œuvre. Des fois, on fait appel aux parents de contribuer. Ne serait-ce d'acheter, même si c'est un tissu de 1 mètre à l'apprenant. Vous allez voir les parents qui ne paient pas les frais de COGES. Bon, nous, c'est COGEFAC, comité de gestion des EFAT. S'ils arrivent à payer ces 1 000 francs par an, ça va nous permettre de combler le gap. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, place à présent notre rubrique Ramadan et nous débutons avec les conseils religieux. Dans cette rubrique, le prédicateur nous parle des recommandations pour les personnes exemptées du jeûne pendant ce mois de Ramadan. Oustaz Mustafa Ahmadou, membre du Conseil islamique du Niger et prédicateur, explique au micro de Rafika Taher. Un voyageur, un transitaire qui n'est pas chez lui, qui a un rupture donc de provision, il est exempté de jeûner. Celui qui est malade, comment une maladie qui ne le permet pas. Maintenant, ceux qui sont exemptés complètement, une personne qui n'est pas pibère, n'est pas majeur, alors il est complètement exempté de jeûner. Maintenant, le fou, lui qui est malade mental, lui, il est exempté complètement donc de jeûne. Et les vieillards, ils sont exemptés totalement, mais ils peuvent, par exemple, pour ceux qui sont encore conscients, ou bien leurs parents peuvent leur enlever ce qu'il faut enlever pour les membres de famille en fin de carême, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Donc ceux qui sont obligés de le rembourser, ce sont les malades qui peuvent être guéris, qui est pubère, qui est majeur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, demandez ceux qui savent, les scientifiques, les savants, tout ce que vous ne savez pas. Si ils vous disent que ça là c'est interdit, eh bien l'islam aussi réprime ça. Si un médecin vous dit des choses là, l'islam aussi l'interdit. Il n'y a pas de capable parce que vous n'êtes pas spécialiste. À partir de l'attestation d'un médecin ou d'un scientifique quelconque, Allah a dit que l'islam va avec la décision d'un médecin. Vous pouvez faire cette obligation-là de nourrir ceux qui sont nécessités dans l'intention de compenser effectivement ce qu'on n'a pas pu faire pour raison de santé. La femme enceinte ou allaitante, elle se mesure. Si elle peut prendre. Si elle sent qu'elle ne peut pas, le mieux c'était de donner les manger d'un mois. D'autres versions disent de faire manger 60 personnes. Avec l'intention que Allah, je n'ai pas pu gêner comme il le faut, comme il se doit, comme il est imposé sur moi, les gens du mois de Ramadan, en compensation. Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu m'as ordonné de faire, j'enlève cette mesure d'aliments au profit donc des pauvres, tel que tu m'as indiqué. Ya Rabbil Alamin. Et ça couvre. Vraiment, c'est comme si tu as jeûné avec tout le monde. Ça lui donne la valeur qu'un jeûneur a fait de 30 jours. Chers auditeurs, restons toujours dans le cadre du Ramadan pour suivre cette fois-ci les conseils du nutritionniste Abdulrazak Bello. Et oui, Adama, dans la rubrique conseils du nutritionniste, nous abordons les recommandations pour les personnes souffrant d'hypertension durant la période du jeûne de Ramadan. Selon le nutritionniste Abdulrazak Bello, il est important d'éviter les aliments trop salés. Il est interrogé par Rafia Abdoulaye Moussi. Pour les hypertendus, il faut aussi préciser que ça fait partie des maladies chroniques non transmissibles. Donc, les personnes qui souffrent d'hypertension ont souvent moins de difficultés par rapport aux personnes diabétiques parce que surtout pour les diabétiques, il y a ce problème associé à l'insulinodépendance. Maintenant, lorsque on est hypertendu, le principe de base des régimes par rapport à l'hypertension, c'est vraiment de modérer la consommation du sel. Pourquoi je dis cela? Parce que pendant le mois de Ramadan, souvent on remarque que les plats sont souvent très épicés et trop salés. Donc du coup, ça c'est la première chose à éviter, notamment chez la personne qui souffre d'hypertension. Lorsque je sais que j'ai une hypertension artérielle, forcément je dois éviter de consommer trop salé. Il faut donc réduire, sinon éviter la consommation des arômes.
Également, pendant le mois de Ramadan, il est aussi important d'avoir des aliments qui contiennent des fibres alimentaires, notamment tout ce qui concerne les feuilles, les légumes, les fruits. Tous ces éléments-là, lorsque l'hypertendu consomme ces aliments-là, donc cela peut avoir un effet sur l'abaissement de la pression artérielle. Donc l'hypertendu, en consommant ces aliments-là, va avoir un meilleur état de santé. Également, l'autre chose qu'il faudrait préciser, c'est notamment la consommation de certains aliments, notamment qui ont un effet sur la pression artérielle. C'est notamment les aliments riches en potassium. Parmi les aliments riches en potassium, on peut citer les aliments comme la banane, les aliments comme le moringa, des aliments comme la date qui sont riches en potassium, et on sait que le potassium a tendance à abaisser la glycémie. Également, dans la prise en charge diététique du patient qui souffre d'hypertension pendant le mois de Ramadan, il y a la possibilité vraiment que le patient ne reste pas très immobile, parce que lorsqu'on est hypertendu et qu'on a un niveau pratiquement nul d'activité physique, donc cela peut favoriser l'augmentation de la pression artérielle. Je ne demanderai pas forcément à toutes les personnes hypertendues de sortir tous les jours pour aller faire du sport, mais c'est vraiment d'aménager un temps, même dans sa maison, pour vraiment faire quelque part pour pouvoir baisser la pression artérielle. Parce que, comme je l'ai dit, si on doit consommer du sel, on ne fait pas d'activité physique, donc du coup, la pression artérielle va rapidement monter, et ce qui peut être néfaste pour la santé. Donc voilà un peu les principes de base par rapport à l'alimentation des personnes hypertendues. C'est 1, modérer la consommation d'aliments salés. 2, privilégier la consommation des aliments, n'est-ce pas, comme les fruits et légumes qui contiennent des fibres alimentaires, boire suffisamment d'eau et aménager un temps pour avoir de l'activité physique qui va permettre de baisser la pression artérielle. Maintenant, en plus de ça, je dirais que si la personne souffre d'un excès de poids, donc il faudrait que également la personne, en plus des aliments que j'ai évoqués, donc la consommation d'aliments gras doit être déconseillée, ou en tout cas doit se faire avec beaucoup de prudence, parce que les personnes qui sont en excès de poids ont souvent tendance à avoir une pression artérielle plus élevée. Donc du coup, lorsqu'on a une pression artérielle élevée et qu'on a un excès de poids, donc c'est une raison supplémentaire pour avoir une hygiène de vie encore plus stricte pendant le mois de Ramadan. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la Fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire éducation numérique de votre émission Le Niger sur Kalangu. Aujourd'hui, nous allons clarifier une confusion fréquente, la différence entre les termes numérique et digital. Ces mots sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ont-ils réellement le même sens? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Ousmane Mahmoudou. Il est journaliste au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Salamatou, bonjour Adama, bonjour à tout le monde. Bonjour Ousmane. Entrant dans le vif du sujet, peut-on dire que numérique et digital sont synonymes, Ousmane? Non, en fait, pas tout à fait. Donc, en français, en fait, le mot numérique vient du latin numerus, qui signifie nombre. Il désigne tout ce qui est basé sur des nombres, notamment en informatique où les informations sont codées sous forme de binaires, c'est-à-dire des 0 et des 1. Donc, le numérique se réfère principalement à la technologie elle-même, c'est-à-dire le traitement informatique, le calcul et à la dématérialisation des données. Par contre, le terme digital, quant à lui, vient de l'anglais digital, qui veut dire aussi numérique en anglais, mais aussi qui à l'origine a renvoyé au doigt, qui renvoie au doigt d'ailleurs aujourd'hui encore. Donc, digit, des fois vous allez voir ce mot en anglais. Donc, en français, digital concerne davantage les interfaces tactiles, comme les écrans des smartphones ou les tablettes. Le terme digital est beaucoup plus centré sur l'expérience utilisateur et l'application stratégique des technologies numériques. Il met beaucoup plus l'accent sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec ces technologies.
Donc Ousmane, si je comprends bien, tout ce qui relève de l'informatique et numérique, alors que digital désigne plutôt les supports et interfaces tactiles. Exactement. Alors, dans le monde francophone, le bon terme à utiliser pour parler des technologies, des données et de la transformation informatique, c'est numérique. Mais sous l'influence de l'anglais, beaucoup de gens disent digital à tort. Ousmane, cette confusion a-t-elle des conséquences concrètes? Oui, elle a plusieurs conséquences. D'abord, sur le plan du langage, employer le bon mot permet une meilleure expérience et communication entre les spécialistes, les entreprises et le grand public. Ensuite, au niveau économique et technologique, la transition numérique est un enjeu important pour les entreprises et les administrations. Et donc, il s'agit de la dématérialisation des services, du développement des logiciels, de la cybersécurité. Donc, si l'on parle de transformation digitale, cela peut prêter à confusion, comme si on ne parlait que des écrans tactiles. Et dans les médias ou l'éducation, on utilise plutôt numérique alors? Oui, alors dans les documents officiels de beaucoup de pays francophones, c'est bien numérique qui est privilégié. On parle d'éducation numérique, par exemple, d'inclusion numérique, de transformation numérique. D'ailleurs, certaines organisations recommandent d'éviter le mot digital, sauf pour parler des doigts et des écrans tactiles, encore une fois. Ousmane, qui sont les principaux acteurs de cette distinction entre numérique et digital? Cela concerne un large public. Les entreprises et les administrations qui adoptent des stratégies numériques et doivent bien comprendre les termes. Les enseignants et les étudiants, car l'éducation numérique est un enjeu clé. Les médias et les professionnels du marketing qui influencent l'usage des termes. Les citoyens aussi qui doivent être conscients de la manière dont les mots orientent la perception de la technologie. Y a-t-il des implications sociales et économiques? Oui, alors le numérique est au cœur de la transformation économique et sociale. Il touche des domaines comme l'inclusion numérique pour permettre à tous d'accéder aux outils numériques, la cybersécurité pour protéger les données, l'emploi, car les compétences numériques sont de plus en plus demandées. Ousmane, à l'avenir, pensez-vous que cette confusion entre numérique et digital va persister? Alors, il y a encore du travail pour que le bon usage du terme numérique s'impose définitivement. Mais avec les efforts des institutions et des experts, les choses pourraient évoluer. Et quelle évolution voyez-vous dans le domaine du numérique? Alors, nous allons vers une numérisation encore plus poussée des services publics, des entreprises et de l'éducation. L'intelligence artificielle, le cloud et la cybersécurité vont continuer à se développer. Comprendre le bon vocabulaire est vraiment important pour accompagner ces transformations. Résumé, Ousmane, numérique désigne tout ce qui concerne les technologies informatiques, tandis que digital est surtout lié aux interfaces tactiles. Mieux employer ces termes, c'est mieux comprendre les enjeux actuels et futurs de la société connectée. Merci beaucoup, Ousmane, pour cet éclairage précieux. Merci, à la semaine prochaine. Voilà, chers auditeurs, c'était Éducation numérique, votre rendez-vous hebdomadaire sur Studio Kalangu. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau sujet sur le monde numérique. Merci beaucoup, Ousmane. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Zander. Dans la plupart des zones rurales au Niger, les jeunes filles n'arrivent pas à finir leur cursus scolaire pour plusieurs raisons. C'est le cas dans la commune rurale de Bandé où, à cause de la pauvreté et le problème de famille d'accueil, les jeunes filles abandonnent l'école dès le premier cycle du secondaire. Comment se présente la situation? Quelles sont les solutions envisagées? Madame Rabi Yerima Bako, responsable de la scolarisation de la jeune fille de Bandé, nous explique. Karatun ɗiya mata mu a nan Bande sai mu ce alhamdulillah gaskiya ba ma ce ban matsala mai sauki ce mu dai a nan garin Bande sai dai matsalar da ce ma ce ba akwai matsala da suke zuwa iya mata da suke zuwa da karkara a nan ne muke samun matsala a gare su. A ganin ku wasu irin matsaloli kenan? Kamar in suka je ta 5 ko ta 6 a nan da yawa suke barin karatunsu su koma gida. Ko a ganin ku menene yake hana su ci gaba da karatun? To wannan shekarun da yara suke bari gaskiya akwai abin da yake sa ya mace ba ita ya kamata ba ta kama gida ta ɗauki yaunin duka gida. To yanzu ya kai zamani maza gaskiya bisa ɗaukan diyyar duka gida kawai sai su saka mace
ita kuma mace ba wani aiki gare ta ba sai da wani ta yi kankanin kasuwancin nan, wani kosai ne, wata awara, wani abu take dora ma diyan wannan matan talla su je saida. To kenan ya zama wajibi, ya zama dole yalka ta kai ta 5 ta 6 ta iya talla, ba ka bar ta ba ta je bantin lakwal ta zamna ba ta nemo ba abin da za a ci da ita da kanuwanta. Akwai yaran da ake aikowa daga karkarar da rice muku, in suka zo nan wallahi suna da matsalar gurin zama, wanda za su zamna a gidan shi ba su ci da sha, da wurin shi ake ce mai cutar. Don in sun zo in ba su gurin zama ya karatu zai ta yi, dole a koma gida. Ni kaina nan akwai da wanda aka kawo daga ƙauye, uwayenta suka zo suka kawo min sunan gida, wata ta samu wata 2, wata ta samu so wata ta kai fenda ne me, amma samari suke ɗauke hankalinsu. Kenan da cutar kin ma wannan kin akwai wannan samarin da suke kawo suka zuwa daga Libi da wani abu da ya ji a tabbatar da niyyar karatu an sa mata a kai kawai, har me za a mata tana da wanda zai bata kuɗi, wanda zai ka idan yana bata kuɗi kaka kun ga matsala. Wani mataki ne kuke ɗauka ko kuma wani mataki ne ya kamata hukumomi su ɗauka? Akwai mataki da ya kamata a ɗauka. Shi dai komi in babu waye kai to abu komi kake son shi ba kai ba inda ake so. Don kenan ya kamata a waye ma matan karkara da na garin kuwa a waye mishi kai bisa kan muhimmancin lakwalkin ɗiya mata. Wayewa kai ya kamata a ce wannan matan da aka dan jajjewa su AMA da aka ɗora su bisa kan tahiyar da lakwalkin ɗiya mata, su ya kamata su bi gungu guri ki wayewa uwayen yara kai. Mi zancen talauci, in ana so a kore talauci mine sai an yi sana'a. Kenan ya kamata a tallaba musu da jari mai dan dama wanda wannan matan za su yi ka juyawa su ka karhin da za su kama ko mazan su bisa nan za su kama ɗinsu da su biya musu bukatar yaran da su ma 'yan matan gaba daya. To wannan ma alhamdulillah. Chers auditeurs, place à présent à la page sport présentée par Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Salamatou, bonjour Adama. Bonjour Moussa. Eh bien Moussa, sur le plan national, nous apprenons que le président de la Fédération nigérienne de football est désormais membre du conseil de la FIFA. Effectivement, le colonel-major Jibrila Himahamidou Di Pelé a été élu hier représentant de la Confédération africaine de football au sein du conseil de la Fédération internationale de football FIFA. C'était lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire tenue au Caire en Égypte. Et Moussa, quels sont les autres membres de cet éminent conseil? À la tête de ce conseiller de la FIFA, nous avons le Marocain Fouzi Lekdia avec 49 voix sur 52, suivi de Jibril Hima Hamidou, 35 voix, l'Égyptien Hani Abou Rida, 35 voix également, le Mauritanien Ahmed Yahya, 29 voix, le Djiboutien Suleiman Wabiri avec 29 voix également, et la Comorienne Kanizat Ibrahim qui a obtenu le siège destiné aux candidats féminins avec 30 voix sur 52. Moussa, que peut-on retenir d'autre sur les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire de la CAF? Et cette Assemblée générale extraordinaire a aussi été marquée par la réélection du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, à son poste pour un deuxième mandat. Et par ailleurs, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, intègre officiellement le comité exécutif de la CAF. Moussa, à l'international, les matchs des 8e de finale de la Ligue des Champions se sont poursuivis hier, n'est-ce pas? Effectivement, mais c'est surtout le derby madrilène qui a tenu en haleine les amateurs du ballon rond. C'est une rencontre qui s'est éternisée jusqu'au bout de la nuit et c'est le Real Madrid qui s'est imposé face à Atlético Madrid après les tirs au but grâce à Antonio Rudiger, tiré du penalty héroïque. Donc c'est tout pour cette page sportive. Merci à vous. Merci Moussa pour toutes ces informations sportives. Place maintenant au loti du jour. Aujourd'hui, le loti évoque l'importance de faire périodiquement la lessive de son linge de maison pour éviter les conséquences de la poussière et la saleté pourrait engendrer. On écoute Samira Rafi et Rakia Arimi. Loti, Asiba Murayan. Kok, matini kani? Gorgasin matini kani? Hey, gorgasin ninno, mataga hamai. Wallahi ai gai gafai ninfa, ai sidinin kurawura. Yadin daino, wallahi goyo daino gogai lakalai sambo. Amma niwo, watu kul dai kanango kalai min gagni gogin yuma da manti da rayan servet ya wal morido haikul nisinda kan ni teno ni wo ai goge windo hananan dino me gorgasin
ni bai kan ayo ai ba hananiya mai no si ba hananiya ai gin gane nin to hangan gama hai kan ai ba nin bai hananiyan ga bori borum kinyinga ginai nyum lokaci ka lokaci hey irko si ai nan don wani labari yo ni wo ni gun tele gumno wallahi gogsin ha ai wai ganyu mai ngoti handuinka ai kulkan te banka ga serveti da rahiya ya kul dai handuinka ne gati kwai ne mo ni gin bonke da nyalawai nan ai miki ni sai gwargasin gallura nirgo nan kan ni ji kusa din bande mo dori zbo biyan no gwara kan yanga hinga furu irwin daira kusa yiwo mo igin ga katila hani irwana ga hamba no se to gwargasin dai fono ni ba ai wemte watu kulga di kanyo maze ban kango kan go so wal ban kango har mun dari ba ai ya wala sin daga bi kango ne te watu kulu ase no din fam bomboda ai da rai ai gi su banno haifo i cire ibibi zama ba di zibi ba kun no se bai ai fu hausan jaino gane kazama mai no ni ba ni modabal he hanganai se ni di dori zai din kango kusai din bande igtar ga kyar marguno girwin dai sara kwai ne mo ni windo ranim gai ni manin gine hananandi igi hinga kate dori zayan kan ga lamba ni wani funsaroga wala mo im ka girfo da niga ka giri yankwai ne ya dinga hawa kulkan ni goci mandino ame wadin seno bere koi ne gane bor minga da rai nyum girbi iye ga koi girbi wai zama da rai wo ingan da furkan gai igwanda dori foyan kan igi sambu iri wani sunga ga wala mo dori foyan kan ir kurai ga kan irsidi wallahi kan goci ni gicim amma wai bai gone la sabu an gan aman ban koi ne haye wo kulkan aiki ni se igin ga katani ga ka gir foyan ni ga hamoga wala mo imnan fitais foyan fattani mandumaga madalla to gorgisi ne gitamma a se no gonda fitais e wa mandumaga a to nin no ga zibai kan goni ginai ga me bai zama nyuma yan wo ga bori koi ne mo dingin nyuma masidirnyan zara kan niga nyumai kan niga koi ga nyumai da kan sai gine servet inga mo ni mikin ga nyumu hani zora ba ke follon no gasa nindin hara kai ko ne aman ban koi ne hangen gama ni rido bibi zaidin kan ai ba bai matiki gi himan dadi ni makokari ni mi barmai ba sor hinka wali hinzano girora aga wasa aha wane bisa me dine ke fo walke hinka girora amma man ta handu kul wala haniz kulmi mama haifunante ya dinga ni bai kan ni bomboni sigidan kokari kulu nim dogin windo hananan di sewala ni ba nim ne wa igzibi ai ma dai amma wallahi ni man bisa ai hananiya ko ni man bisa ai nyalawai ta gai don da bai gwada haifo kan gaddan ni kuro dinga ga dizi bo kan goni ga hamorano ngune masine ni don da ai ko ni wallahi musko ga ce wani alboga idin se insha Allahu mu haikulka ni ce sai goida ne ko hani zo kan goka ni wa don din kyau ni gite walifa wadin mono ka ta ainiya to dan niya nim duga barmai. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était tout simplement Salamatou Kadri et moi-même Adama Dawaki. À la technique, c'était Seyni Isaka et Moussa Hassan à l'édition. Excellente soirée à vous et bonne suite de nos programmes. Bonne...